C'est toujours la même chose. Dès qu'on a dans une ville des problématiques structurelles, on répond sur des notions conjoncturelles, c'est-à-dire là en l'occurrence des chiffres. Il y a des problèmes profonds, on répond par les moyens, tout le temps par les moyens, que ce soit pour la politique de la ville, que ce soit pour les effectifs des forces de l'ordre, leur équipement, etc. Alors évidemment, il faut des moyens, il en faut. Il ne s'agit pas de contester cela. Mais là, en l'occurrence, d'abord, je voudrais dire, Emmanuel Macron se rend à Marseille pendant 3 jours. Hein. Mais en fait, 3 jours, c'est-à-dire 3 jours, c'est une visite officielle dans un pays étranger. Alors je veux bien que Marseille soit devenu à ce point un territoire étranger qu'on y passe 3 jours. Mais enfin, c'est quand même pas banal. En général, un déplacement à l'intérieur de la France, c'est 24 heures. C'est pas au tout Il va aussi être question d'environnement, de littoral, je sais pas, ou alors il a prévu un after estival dans la cité balnéaire. Mais enfin, je ne comprends pas la durée de ce voyage. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, que Marseille, elle souffre de 3 maux en réalité. C'est une ville, d'abord, tiers-mondisée par une immigration continue, une immigration de masse en provenance du Maghreb, des Comores, de l'Afrique subsaharienne, qui a effectivement paupérisé la ville. La deuxième chose, c'est que Marseille souffre économiquement parlant. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il y a une perte de compétitivité gigantesque du port de Marseille qui donnait du travail à énormément de personnes en raison notamment des actions syndicales des dockers de la CGT, etc. Et enfin, Marseille est une ville surendettée. Et ce surendettement est lié à une gestion calamiteuse des municipalités de droite et de gauche qui se sont succédées. Oui, vous le dites vous-même, ça ne justifiait pas une visite de 3 jours, tout ça ? Non mais attendez, c'est pas d'abord Marseille, effectivement... Non, mais vous dressez un tableau tellement dramatique de la situation qu'on se dit peut-être qu'il fallait aller explorer tous ces domaines et aller se rendre compte par Non mais d'accord, mais enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, c'est pas Merlin l'Enchanteur, si vous voulez. Sa simple présence 3 jours ne va pas régler le problème. Je pense que 24 heures serait amplement suffisant. suffisant. Rien, on rappelle qu'il y aura un vaste plan d'urgence, c'est comme ça que l'appelle l'exécutif, et quand milliards d'euros. Quand je dis que Marseille est une ville tiers-mondisée, rendez-vous compte, il y a 17% de la population marseillaise qui est au chômage, enfin de la population active, et vous avez 1/4 de la population de Marseille qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Pendant ce temps, vous avez des quartiers qui sont très riches. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est dans une ville là qui est une ville qui n'est plus française en quelque sorte. Jean Messia, vous convenez quand même qu'il y a aussi ces quartiers entiers qui ont été laissés à l'abandon, ces écoles qui sont en décrépitude, qui sont délabrées, des problèmes systémiques de logement, de transport. Tout ça aussi, ça fait partie du quotidien des Marseillais et c'est pas uniquement lié à ce que vous mettez-vous en exergue. Ben si, quand même, parce qu'effectivement, il y a un problème de bâti, c'est vrai. Mais le problème, ce n'est pas le problème majoritaire, le bâti. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez un flux d'immigration pauvre qui arrive régulièrement à Marseille et dont on sait que la radiographie de certaines immigrations correspond à peu près à la radiographie de certaines zones de violence. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et bien évidemment, si vous ne coupez pas le problème à la racine, vous ne risquez pas de le régler sur le terrain. Vous avez parlé tout à l'heure... Quel rapport avec les écoles qui sont insalubres? Attendez, quand vous avez des familles qui viennent du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne qui viennent s'installer avec leurs enfants, donc il y a une pression sur le logement social, il y a une pression sur les écoles, il y a ensuite, dans un contexte d'économie à l'arrêt, qui est incapable déjà de faire travailler effectivement les citoyens et les étrangers en situation régulière que nous avons déjà sur notre sol, et bien évidemment vous ajoutez quelque part des problèmes aux problèmes en n'arrêtant pas une immigration qui pour la plupart qui a tout à demander et presque rien à offrir à notre pays dans ce contexte absolument comment dirais-je d'économie atone si vous voulez. Vous avez parlé de 2 jambes, la jambe sécuritaire et la deuxième qui est la justice, je vous rejoins parfaitement là-dessus. Il y a aussi une 3e jambe, c'est la jambe idéologique. Parce qu'effectivement, j'entendais sur votre antenne hier, vous avez consacré un dossier sur le jardin d'Éole et c'est ce qui se passe à Paris, sur les toxicomanes, etc. Ouais. Mais c'est exactement la même chose. Vous avez une population qui est principalement une population d'origine immigrée et effectivement, le pouvoir progressiste incarné par Emmanuel Macron voit dans ces immigrés, dans ces migrants, quelque part une sorte de figure christique ou une vache sacrée qu'il n'ose pas attaquer parce qu'il sait très bien que si derrière, eh bien, il a la main lourde sur les trafics de drogue dont on sait que effectivement, ils sont menés par certains immigrés, eh bien, il se met à dos tout un électorat. Voilà la réalité. Ce terme, j'ai bien senti que vous le réfutiez. En tout cas, vous avez tiqué quand elle nous a fait son... J'ai tiqué d'abord sur la visite d'Emmanuel Macron, quand j'entends, si vous voulez, sur tous les commentaires et les analyses
des honorables correspondants ici présents, je ne reconnais pas, si vous voulez, l'ampleur de la visite de Macron. Parce que Yohann Usaï, votre correspondant, l'a dit fort justement, c'est une visite hors norme au regard du temps passé sur place et au regard du nombre de ministres qui se déplacent avec le président de la République. Mais alors, si c'est une visite hors norme, c'est bien parce que le problème qu'il s'agit de traiter est lui aussi hors norme. Donc ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec ces minorations que j'ai entendues de la part de mes détracteurs ici depuis le début de l'émission, qui consiste à dire non, c'est une ville de brassage, c'est une ville où on s'intègre à une culture marseillaise, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi le président il passe autant de temps et pourquoi il va avec quasiment tout le gouvernement sur place? Ça, c'est... Attendez, vous avez parlé pratiquement seul depuis le début de l'émission. Je n'ai pas dit un mot. Vous pouvez m'écouter un petit peu? Allez-y. On aura cette conséquence-là. Je suis désolé, les ghettos, on peut pas dire que Marseille est une ville qui a été laissée à l'abandon. D'ailleurs, il n'y a aucune ville, y compris des territoires entiers comme la Seine-Saint-Denis. Je suis désolé, si vous reprenez les budgets consacrés par la politique de la ville à toutes ces zones, on ne peut pas dire que ces villes aient été laissées à l'abandon. Par exemple, vous mentionnez le réseau des transports en commun. Mais bien sûr qu'il y a des transports en commun. Quand vous habitez sur la Seine-Saint-Denis, vous avez des transports en commun qui vous amènent à Paris. Quand vous habitez dans les quartiers nord, mais c'est pareil. Attendez, quand l'équipe d'Algérie ou une autre équipe du Maroc gagne un match de foot, ils sont des milliers à défiler sur la Canebière. Voilà, mais non, mais c'est pas ça. Mais ici, alors, laissez-moi finir. On va se calmer un peu. Laissez-moi finir. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On va redescendre un petit peu. On va se calmer. S'il y a un match, les gamins qui vont en trottinette, en patinette ou n'importe comment. Jean-Louis Burga, déjà, le problème, la question à la base, c'était de savoir si les enfants des quartiers accédaient à la mer. Or, bon, la Canebière, c'est la mer, mais c'est pas la plage. Non, mais d'accord, mais enfin, la Canebière, elle est sur le port. Non, mais attendez. Non, mais attendez, je suis le seul à dire. Un événement ponctuel. Attendez, je suis seul contre 4 personnes aujourd'hui, donc laissez-moi au moins finir mon propos. Non, voilà, donc moi, voilà. Les gens qui défilent sur la Canebière à l'occasion d'événements, ils y défilent pas, ils viennent pas des quartiers nord en hélicoptère, d'accord? Ils y vont parce qu'il y a des transports et ils y viennent surtout parce qu'il y a, ne vous en déplaise, dans les quartiers nord, il y a beaucoup de voitures aussi et probablement de très gros modèles liés au trafic que vous connaissez. Voilà, donc il faut arrêter avec ces images d'Épinal. Les enfants par nature n'ont pas le permis, Jean-Messia. On parlait des enfants qui allaient à la mer. La ghettoisation, si vous voulez, c'est plutôt la ghettoisation de certains quartiers qui restent européens à Marseille et qui effectivement se barricadent face à la racaillisation de la ville. C'est ça la véritable ghettoisation. Vous êtes en train de dire qu'il y a des quartiers, les quartiers par exemple pavillonnaires, il n'y aurait que des gens, il n'y a pas de gens ici d'immigration. Ce que je veux dire, et je terminerai par là, c'est que quand vous transformez des villes de France en villes d'Afrique ou du Maghreb, ne vous étonnez pas d'avoir le niveau de vie maghrébin et les mœurs qui vont avec. Voilà. Une forme de malversation ou de l'argent qui a disparu. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je conteste cette logique à la racine, puisqu'en fait, cette logique a déjà été attentivement scrutée dans le cadre d'un rapport de l'Assemblée nationale, le fameux rapport Cornu-Gentil et des députés Cornu-Gentil et Coquendo, qui a été rendu à l'Assemblée nationale au 31 mai 2018, où ils font un panorama de la dépense publique et des équipements publics qui ont été déversés sur la Seine-Saint-Denis, où il y a eu une rénovation des écoles, où il y a eu une rénovation des transports, où il y a eu une rénovation du bâti. Ils ont même démontré que sur la Seine-Saint-Denis, la dépense publique par habitant était de 27% supérieure à la moyenne nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années de dépenses publiques, le département de Seine-Saint-Denis va mieux? Est-ce qu'il y a moins de violence? Est-ce qu'il y a moins de délinquance? Est-ce que c'est moins délabré? La réponse est non. Donc croire dans les vertus magiques d'une dépense publique qui, simplement parce qu'elle ruisselle, va améliorer le sort de territoire, c'est une illusion. Parce que le problème n'est pas un problème, encore une fois, de moyens, c'est un problème de population, c'est un problème qui ne réside pas dans le budget, c'est un problème qui réside dans certaines immigrations, dans l'insécurité, etc., etc. Voilà ce qui se passe. Donc arrêtez de croire que la dépense publique, c'est de la poudre magique qui va tout régler. Ça n'est pas vrai. Ça peut être un outil en plus ou c'est de la poudre aux yeux? Moi, je suis à titre personnel favorable à l'uniforme, mais je crains que ça ne règle rien en fait à Marseille. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce proviseur qui s'appelle Bernard Ravet, qui avait poussé un j'accuse en 2017, puisqu'elle avait été proviseur des 3 lycées les plus difficiles de Marseille.
où il avait décrit de manière très méticuleuse la guerre de position à laquelle se livre l'islamisme politique, y compris au sein des écoles, avec une communautarisation très forte de l'école. Donc, si vous voulez, face à ça, si vous voulez, on ne peut pas avoir des recettes magiques qui consistent à mettre plus de moyens. Il y a une question idéologique. Pas que les problèmes des moyens. Oui, mais il y a une question idéologique majeure, c'est-à-dire qu'il faut d'abord effectivement ouvrir les yeux sur la réalité de ces problèmes. La réalité de ces problèmes, c'est que c'est un cocktail effectivement de pauvreté, de violence, de communautarisme islamiste qu'il faut combattre à la racine. Voilà, donc on ne peut pas, si vous voulez, c'est pas en déversant du pognon et certainement pas avec un président de la République qui passe une semaine sur place que ça va s'arranger. C'est pas une semaine, c'est 3 jours. Vous dites qu'effectivement on peut nommer des profs qui sont chevronnés, etc. Mais je vous rappelle que c'est pas vous qui décidez en fait. Il faut en avoir envie. Or personne n'a envie d'aller enseigner là-bas. Donc on y envoie effectivement les jeunes parce que c'est eux qu'on peut effectivement envoyer volontairement. Ce sera le mot de la fin. Jean Messia, vous le rejoignez là-dessus? Je ne suis pas d'accord avec plusieurs choses. La première chose, c'est qu'une obligation vaccinale, elle n'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas la rendre, en tout cas ne pouvait pas la rendre obligatoire jusqu'à présent, puisqu'on ne peut pas rendre obligatoire quelque chose dont l'autorisation de mise sur le marché est encore conditionnelle. Donc il faut attendre que l'autorisation de mise sur le marché soit définitive pour qu'on puisse rendre éventuellement obligatoire un médicament ou un traitement ou un vaccin. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à une période très récente. Je crois que l'autorisation est devenue définitive il y a quelques jours. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que s'agissant des 12-18 ans ou des 12-17 ans, c'est une population à très faible risque. Encore une fois, si la politique vaccinale ne résonne pas sur des segments de population, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas considérer que tout le monde on n'est pas tous égaux, si vous voulez, face au Covid. Donc, d'ailleurs, la pensée unique vaccinale commence à s'ébrécher, puisque j'entends un certain nombre de spécialistes nous expliquer que maintenant que la population adulte a une couverture vaccinale suffisante, il n'est plus nécessaire, ou il est moins nécessaire de vacciner les 12-17 ans, parce que du coup, même s'ils se contaminent entre eux, ils n'ont quasiment aucune chance de développer des formes graves, et donc pas non plus de chance de contaminer une population dont la couverture vaccinale est maximale. On va vous donner ces chiffres personnalisés. Parce qu'il y en a un certain nombre qui, même ça, des fois c'est compliqué pour une personne. Entre vous, enfin. Oui, moi aussi, moi j'ai vu une. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'en fait, une fois que les populations vulnérables, à raison de leur âge, comme vous venez de le détailler, mais aussi à raison de leur comorbidité, sont vaccinées ou pleinement vaccinées, en fait, ce sont principalement ces populations-là qui posent un problème sur la saturation des services hospitaliers. Donc, une fois qu'on les a protégées totalement ou presque totalement, en réalité, il est moins urgent de vacciner toutes les autres catégories qui, elles, sont à très faible risque, voire à pas de risque du tout. Jean Messia, on vous laisse... écoutez, moi vous satisfaire de ce panel d'invités qui finit par vous rejoindre sur un point aujourd'hui. Vous êtes un peu sévère avec le rôle de la France dans le vaccin, puisque vous l'avez rappelé, il y avait une société Valneva, alors qui n'est certes pas pleinement française, mais enfin quand même en partie, puisqu'elle était à Nantes, qui avait effectivement découvert le vaccin, mais bon, d'autres concurrents se sont précipités, ont cru au vaccin, notamment les Britanniques. S'agissant du traitement, moi la seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi effectivement il n'y a pas un investissement médico-scientifique aussi massif pour trouver des traitements que ça n'a été pour trouver des vaccins. Parce qu'en fait, des sommes colossales ont été mises sur le vaccin, à juste titre. On aimerait voir le même effort financier, la même mobilisation scientifique pour découvrir des traitements, parce que c'est in fine par ça que passe l'éradication définitive du virus. Oui, mais enfin, on n'est pas les seuls logés à cette enseigne. C'est-à-dire que la plupart des pays ont misé en premier lieu sur le vaccin avant que de se pencher sur la question des traitements. Mais en général, c'est pas propre à la France. En général, l'effort devait être concomitant, mais là, effectivement, la question du vaccin a été désolidarisée en quelque sorte de celle du traitement. Je ne suis pas sûr qu'in fine, ça soit une bonne idée, parce que du coup, ceux qui sont malades et qui ne sont pas vaccinés font comment ? En 10 secondes.